34%. C'est ce que Eduardo Savrin possédait de Facebook en 2004. 0,03%. C'est ce qu'il possédait seulement 6 mois plus tard. Entre les deux, une simple signature, un déménagement en Californie qu'il a refusé et un ami qu'il a rayé de l'histoire. Mark Zuckerberg n'a pas volé Facebook à Eduardo Savrin. C'est pire, il l'a dilué et légalement, froidement, méthodiquement. Eduardo Savrin, c'était le CFO, le tout premier investisseur, c'est le seul qui croyait au projet quand personne n'y croyait. Il a mis plus de 15 000 $ quand Mark n'avait encore rien du tout. Il a payé les serveurs, il a trouvé la première pub et en retour, son ami Mark l'a simplement effacé. Mais voici le truc le plus fou dans cette histoire, c'est que Eduardo Savrin est quand même devenu milliardaire. 15 milliards de dollars au total, il a réussi à obtenir grâce à une seule décision qu'il a prise le jour où en fait tout s'est effondré. Dans cette vidéo, on va décortiquer comment diluer quelqu'un légalement et pourquoi c'est brutal. Les 3 erreurs fatales d'Eduardo Savrin, comment il a quand même gagné 15 milliards de dollars et surtout, comment ne jamais te faire avoir comme ça. Installe-toi bien, prends de quoi noter parce que là, on va plonger dans la trahison la plus calculée de la Silicon Valley. C'est parti. On est à Harvard en automne 2003. Mark Zuckerberg est un geek de 19 ans, totalement asocial. Il code dans sa chambre, il a 0 argent, 0 réseau, 0 crédibilité, bref, l'archétype du geek. Mais il a une idée par contre géniale, c'est FaceMash. Le concept, accroche-toi bien, c'est de comparer des photos d'étudiantes et de voter pour la plus chaude. Problème, Mark pirate les bases de données de Harvard pour récupérer ces photos. Résultat, il a plus de 22 000 visites en 4 heures et une convocation disciplinaire. Mais dans ce chaos, une personne voit le potentiel. C'est Eduardo Savrin. Eduardo Savrin, c'est l'opposé de Mark. C'est un fils de businessman brésilien, il est élégant, social, membre du club le plus exclusif de Harvard, Phoenix. Et surtout, point très important, il a de l'argent. Pas des millions, mais assez pour investir dans un projet étudiant. Mark vient voir Eduardo avec une nouvelle idée, thefacebook.com. Un annuaire en ligne pour les étudiants de Harvard. Pas de comparaison de photos, juste un réseau social fermé. Eduardo, en fait, il voit 3 choses que personne d'autre ne voit à ce moment-là. La première, c'est que Mark est un génie du code. La deuxième, c'est que le produit a vraiment un potentiel pour exploser. Et enfin, il n'y a personne d'autre qui veut investir. Donc, Eduardo, il va faire un pari complètement fou. Il va mettre plus de 15 000 $ sur la table en échange de 30% de ce Facebook. Retiens bien, 30%. Le titre de CFO, Chief Financial Officer, s'occupe des finances. La responsabilité de trouver des revenus. Mark, lui, il va garder 65%. Et les 5% restants, ils vont aller à Dustin Moskovitz, qui est développeur, et Chris Hughes, qui est au marketing. Le 4 février 2004, le Facebook est lancé. En 24 heures, plus de 1200 inscriptions. En un mois, la moitié de Harvard est inscrite. Et Eduardo fait exactement ce qu'on lui demande. Il paye les serveurs avec 500 $ par mois. Il cherche des annonceurs. Il gère les comptes. Pendant que Mark, lui, il va coder jour et nuit. De ces Facebook s'étend rapidement à Stanford, Yale, Columbia, bref, toutes les Ivy League américaines. Plus de 100 000 utilisateurs. Puis il passe à 200 000 utilisateurs. Énormément de serveurs. Puis 500 000 utilisateurs. Et tout ça, en fait, sans lever un seul centime de capital risque. Ils n'ont pas encore vu les investisseurs. Parce qu'en fait, Eduardo, il paye tout. Mais en coulisses, il y a quelque chose qui est en train de se passer et de changer la donne. Mark commence à écouter quelqu'un d'autre que Eduardo et c'est quelqu'un qui va tout faire basculer. Alors, on est au printemps 2004. Mark et Eduardo sont invités à une soirée à Palo Alto. C'est là qu'ils vont faire la rencontre de Sean Parker. Sean Parker, ce jeune entrepreneur brillant de 24 ans. Il a déjà cofondé Napster, qui a détruit à l'époque l'industrie musicale. Il a lancé Plaxo, qui est un réseau social pro, et il connaît tout le monde dans la vallée. Et surtout, il sait comment transformer une start-up étudiante en licorne. Sean Parker voit ce Facebook et il a une vision claire. Vous êtes assis sur une mine d'or, mais vous la gérez comme une association étudiante. Et il va dire 3 choses à Mark Zuckerberg. Vire le The, ça doit s'appeler Facebook. Déménager en Californie, Harvard, c'est terminé. Lever de l'argent, parce que les vrais investisseurs, ils sont ici, dans la vallée. Mark, instantanément, il est fasciné, pendant que Eduardo, lui, il est méfiant. Sean Parker propose à Mark de venir en Californie pour l'été. Mark accepte. Dustin et Chris aussi. Mais Eduardo, lui, il reste à New York. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que Eduardo, à ce moment-là, il fait son stage chez Lehman Brothers. Un stage qu'il ne veut pas annuler. Rappelez-vous, il est dans la finance. Un stage qui paye très bien, un stage qui sécurise son avenir et c'est la première erreur fatale d'Eduardo. Il choisit la sécurité à court terme plutôt que le risque à long terme. Mark, Sean, Dustin et Chris louent une maison à Palo Alto. Ils codent littéralement 18 heures par jour.
ils rencontrent des investisseurs, ils font grandir Facebook à une vitesse folle. Et pendant ce temps-là, en fait, Eduardo, lui, il est resté à New York. Donc, il passe ses journées à analyser des feuilles Excel pour Lehman Brothers et ses soirées à essayer de vendre de la pub pour Facebook. Mais il est en décalage. La distance géographique, en fait, ça va devenir une distance stratégique. Et Sean Parker, il commence à murmurer à l'oreille de Mark. Est-ce que Eduardo, il est vraiment fait pour ça? Je pense pas qu'il comprenne la Silicon Valley. Il ralentit tout. Tu as besoin de vrais investisseurs, pas d'un étudiant qui vend de la pub. Et le pire, en fait, c'est que Sean, il a raison. C'est brutal, mais il a raison. Eduardo, en fait, il va chercher de la pub locale avec des petites annonces, des bannières, pendant que Sean, lui, il explique à Mark comment lever des millions de dollars et s'étendre au niveau du monde. Eduardo, il pense court terme, pendant que Sean pense monopole. Mark commence à l'écouter. Sean Parker va présenter Mark à Peter Thiel. Et Peter Thiel, rappelez-vous, dans une autre vidéo qu'on a vue, c'est le cofondateur de PayPal, un investisseur légendaire. Thiel regarde Facebook et il voit 1 million d'utilisateurs. Il voit un réseau qui double tous les mois. Il voit un monopole en devenir. Directement, il fait un chèque de 500 000 $ pour 10,2% des parts de Facebook, qui est valorisé à présent à 5 millions de dollars. Mark accepte, mais il y a un problème. Pour que cet investissement soit valide, il faut restructurer l'entreprise existante. Il faut créer une nouvelle entité, répartir les actions et c'est là que tout va basculer. On est à présent en septembre 2004. Pour que l'investissement de Peter Thiel soit officiel, Facebook Inc. doit être créé en Californie. L'ancienne structure de Facebook LLC qui était au Delaware doit être dissoute. Et Mark va envoyer des documents à Eduardo à New York et les documents disent tout simplement « Signe ici pour transférer tes actions vers la nouvelle structure. » Eduardo signe naïvement sans lire aucun détail. Et ça, c'est la deuxième erreur fatale d'Eduardo. Parce que ce que disent vraiment les documents, s'il avait pris le temps de les lire, c'est que l'ancienne structure avant signature, Mark possède 65%, Eduardo 30% et Dustin 5%. Avec la nouvelle structure, après signature, Mark va posséder 51% de la boîte, Sean Parker 6,47%, Dustin 6,81%, Peter Thiel 10,2%, celui qui a investi les 500 000 $ et Eduardo 24,9%. Eduardo passe donc de 30% à 24,9%. Mais Eduardo se dit, on a levé de l'argent, donc c'est normal que je perde un petit peu de part. Sauf qu'il y a une clause cachée. Les nouvelles actions d'Eduardo sont soumises à un vesting, c'est-à-dire une acquisition progressive. Si on explique un petit peu plus rapidement, ces actions ne lui appartiennent pas immédiatement. Elles vont s'acquérir sur 4 ans. Si Eduardo quitte l'entreprise avant, il va tout perdre. Mais Eduardo n'a jamais quitté l'entreprise. Alors pourquoi il a été dilué? Parce que selon Mark, en fait, il a utilisé une autre technique, la dilution par augmentation de capital. Donc en octobre 2004, Mark organise une augmentation de capital. Il crée 9 millions de nouvelles actions et il les distribue à lui-même, bien sûr, à Sean Parker, à Dustin Moskovitz, à de nouveaux employés qui ont été recrutés dans Facebook, mais pas à Eduardo. Pourquoi? Parce que Eduardo n'est pas en Californie, il ne contribue pas à l'entreprise selon Mark. Donc, si tu fais un petit calcul mathématique très rapide et simple, si tu as 1000 actions sur un total de 10 000 actions, tu as 10%, basique. Mais si l'entreprise maintenant elle crée 90 000 nouvelles actions et ne t'en donne aucune, tu as maintenant 1000 actions sur 100 000 actions totales, soit 1%. Tu es passé de 10 à 1%. Et c'est exactement ce qui arrive à Eduardo. Les nouvelles répartitions fin 2004, c'est que Mark possède toujours 51%, Dustin 6%, Sean Parker 6,5%, Peter Thiel 10,2%, les autres employés, etc. 26% et Eduardo 0,03%. Eduardo Saverin, le premier investisseur, le CFO, l'homme qui a payé les serveurs, celui qui a pris tous les risques au début, possède maintenant moins qu'un stagiaire. Il faudra faire une petite explication rapide de ce que c'est la dilution par augmentation de capital. En fait, c'est ce qu'on appelle en finance la dilution par augmentation de capital non proportionnelle. Comment ça marche? Imagine une pizza qui a 4 parts. Si tu as une part, tu as 25%. Maintenant, l'entreprise coupe la pizza en 100 parts. Mais elle te donne qu'une seule part des 96 nouvelles parts. Tu as maintenant 2 parts sur 100 égale 2%. Tu n'as rien perdu physiquement. Mais ton pourcentage, lui, il s'est totalement effondré. Et c'est exactement ce que Mark a fait à Eduardo. Et c'est 100% légal si la personne signe. Donc, si les statuts de l'entreprise permettent au CEO d'émettre de nouvelles actions sans l'accord unanime des actionnaires, c'est pour ça que je dis que c'est légal. Eduardo, il avait signé des statuts qui donnaient ce pouvoir à Mark justement parce qu'il n'avait pas pris le temps de vérifier. Et là, en novembre 2004, c'est là que Eduardo va tout découvrir. Il reçoit un email
avec tes actions ont été diluées, tu possèdes maintenant 0,03% de Facebook. Là, il est en panique, il appelle Mark. Mark ne répond pas. Il appelle Sean Parker. Sean lui dit de façon directe, tu n'as pas contribué, tu es resté à New York, on t'a remplacé. Eduardo, il est sous le choc, littéralement. Il a investi plus de 15 000 $. Il a payé les serveurs pendant des mois. Il était le premier à croire en Mark, surtout dans les débuts quand c'était difficile. Et maintenant, il ne possède quasiment plus rien. Eduardo va prendre une décision, c'est de se battre. Il ne va pas laisser tomber comme ça, il va se battre. On est en décembre 2004. Eduardo Saverin engage les meilleurs avocats de New York. Il attaque Facebook pour dilution abusive, pour rupture de contrat et surtout pour fraude. L'argument d'Eduardo, c'est le suivant en fait. Mark m'a fait signer des documents en me cachant les vraies conséquences. Il a dilué mes actions pour me punir de ne pas avoir déménagé en Californie. C'est une trahison et une manipulation. De l'autre côté, l'argument de Mark, c'est que Eduardo n'a pas rempli ses obligations de CFO. Il n'a pas déménagé alors que c'était nécessaire pour le développement de l'entreprise. Il a refusé de signer des documents importants. La dilution est la conséquence de ses choix. Le procès va durer plus de 4 ans. Pendant ce temps-là, Facebook explose littéralement. Plus de 50 millions d'utilisateurs en 2007. Mark lève des centaines de millions de $. Et Eduardo, lui, il reste bloqué avec ses 0,03%. Les avocats d'Eduardo découvrent des emails internes de Facebook. Des emails où Sean Parker dit « Il faut se débarrasser d'Eduardo ». Des emails où Mark dit « Eduardo ralentit tout ». Mais aussi des emails où Eduardo refuse de signer des documents urgents. Des emails où Eduardo menace de geler les comptes bancaires de Facebook s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Donc lui aussi, il fait du chantage. Les deux camps ont leur tort. Et en 2009, les deux parties signent un accord confidentiel. Les termes exacts ne sont jamais rendus publics, mais on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Et en substance, Eduardo récupère un pourcentage significatif de Facebook qui est estimé entre 4 et 5%. Eduardo redevient cofondateur officiel plutôt, et son nom réapparaît sur le site. Eduardo ne peut plus parler publiquement par contre de la dilution et Mark ne peut plus dire qu'Eduardo n'était pas son cofondateur. Pourquoi Mark a accepté? Parce que Facebook s'apprête à lever plus de 200 millions de $ auprès de Digital Sky Technologies. Un procès public en fait aurait fait fuir les investisseurs. Et pourquoi Eduardo lui il a accepté? Tout simplement parce que 4 à 5% de Facebook en 2009, ça vaut déjà des centaines de millions de dollars. Donc c'est énorme. Et surtout, Eduardo a compris que Mark n'avait pas anticipé quelque chose. En 2009, Eduardo il a une décision difficile à prendre. Il possède donc environ 4 à 5% de Facebook. Il a deux options. La première, l'option A, c'est de vendre immédiatement. Facebook vaut environ 10 milliards de $, donc 4%, c'est 400 millions de $. Il devient riche instantanément. Simple. Option B, garder. C'est parier que Facebook va continuer à croître, mais c'est aussi risqué que ça s'effondre. Donc Eduardo va faire quelque chose que très peu de gens auraient fait à sa place et il garde tout. Et il attend. En mai 2012, Facebook entre en bourse. L'IPO, la valorisation est de 104 milliards de $. C'est énorme. Les actions d'Eduardo valent à présent 4,6 milliards de $. Mais Eduardo ne vend toujours pas. Il attend encore. Aujourd'hui, Facebook, The Meta, vaut environ 1200 milliards de $. Eduardo Saverin possède environ 1,2%. Il a vendu une partie en fait au fil des ans. Donc la valeur estimée est de 15 milliards de $. Eduardo Saverin est le 85e homme le plus riche du monde. Il vit à Singapour pour de l'optimisation fiscale bien sûr. Il a investi dans des startups comme Jumio, Quickie et ne parle jamais publiquement de Mark Zuckerberg. Alors selon toi, qui a gagné cette bataille? Alors, que retenir de cette histoire? Mark Zuckerberg a-t-il trahi Eduardo Saverin? Je dirais oui et non. Juridiquement, tout ce qu'il a fait était légal. Moralement, ça c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que Eduardo a fait des erreurs lui aussi. Et toi, entrepreneur ou investisseur, tu peux apprendre de ces erreurs. La leçon numéro 1, c'est qu'il ne faut jamais signer sans lire, surtout quand il y a de telles implications. Eduardo a signé des documents sans comprendre les clauses de dilution. Il a fait confiance et ça, c'était une grosse erreur. L'application que tu peux avoir pour toi, c'est qu'avant de signer un pacte d'associés, lis tout. Engage un avocat spécialisé en droit des sociétés, comprends les clauses de vesting, drag along, anti-dilution. Demande-toi que se passe-t-il si je ne suis plus d'accord avec mon associé. Parce que quand tout va bien, pas de souci, mais il faut se poser des questions au cas où il y a des soucis, il y a des erreurs, il y a des problèmes. Si tu ne comprends pas une clause, surtout ne signe pas. La leçon numéro 2, c'est que la proximité, c'est égal au pouvoir. Eduardo, il est resté à New York, Mark est allé en Californie, résultat, Mark était là pour toutes les décisions importantes. Eduardo était absent et dans une startup, celui qui est présent, c'est celui qui a le pouvoir.
Ce que toi tu peux retenir, c'est que si tu es cofondateur, sois physiquement présent. Les décisions importantes en fait se prennent autour de la table, pas par email, à distance ou en visio. La distance va créer la méfiance. Si tu ne peux pas t'engager à 100%, ne prends pas de part importante. Sois un simple investisseur passif, pas un associé actif. Troisième leçon et dernière, c'est que le long terme bat toujours la revanche. Eduardo aurait pu vendre ses actions en 2009 pour 400 millions de dollars, ce qui est déjà énorme, claquer la porte et tout oublier et rester amer toute sa vie. Mais il a choisi de garder ses actions et aujourd'hui, il a 15 milliards de dollars sur son compte en banque. Ce que toi, tu peux retenir de ça, c'est que si tu crois en une entreprise, garde tes actions le plus longtemps possible. Regarde l'exemple de Warren Buffett. Ne vends pas par émotion, c'est-à-dire par colère, revanche, frustration. Le temps et la patience sont souvent les armes les plus puissantes en investissement. Eduardo, il a gagné en restant rationnel. Mais la vraie leçon cachée, que beaucoup n'ont pas vue, je pense, dans cette vidéo, c'est que Eduardo n'était peut-être pas le bon CFO pour Facebook. C'était un excellent CFO ou associé pour lancer Facebook à Harvard, mais il n'était pas fait pour transformer Facebook en géant mondial. Sean Parker et Peter Thiel, par contre, avaient raison sur ce point-là. Parfois, les fondateurs doivent accepter en fait qu'ils ne sont pas les bonnes personnes pour toutes les phases de l'entreprise, de l'idée au développement à l'explosion. Et par contre, ça ne justifie pas la trahison parce que c'était pas une raison pour Mark en fait d'agir comme il l'a fait. Alors, qui a gagné? Mark possède actuellement près de 13% de Meta, valeur environ 180 milliards de dollars. Il est le troisième homme le plus riche du monde. Eduardo Saverin possède 1,2% de Meta, sa valeur environ 15 milliards de dollars et il est le 85e homme le plus riche du monde. En chiffres, Mark a gagné, mais Mark a perdu aussi un ami. Mark vit avec cette trahison dans l'histoire. Mark a été dépeint comme le méchant dans un social network, ce qui est en partie vrai quand même. Eduardo, lui, a été dépeint comme la victime. Il a gagné l'empathie du public et il a quand même 15 milliards de dollars. Alors, qui a vraiment gagné? Peut-être que c'est les deux. Mark a construit un empire, alors que Eduardo, lui, a construit une fortune. Dans les deux cas, ils sont bien. Mais à quel prix? En 2004, ils étaient amis. En 2024, ils ne se parlent plus, 20 ans plus tard. Et toi, si tu étais Eduardo, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu aurais vendu en 2009 pour 400 millions de dollars? Est-ce que tu aurais gardé et attendu, sincèrement, les 15 milliards de dollars? Ou est-ce que tu aurais refusé l'accord et tu aurais continué le procès? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux que je décrypte d'ailleurs d'autres trahisons de ce type de la Silicon Valley, si ça t'a plu, on pourra parler de Elon Musk versus les cofondateurs de Tesla, super croustillant aussi, Steve Jobs et Steve Wozniak, dont on ne parle pas souvent, les frères Winklevoss versus Mark Zuckerberg. Écris-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, like, abonne-toi et active la cloche pour recevoir en fait chaque semaine une analyse comme celle-ci. Abonne-toi aussi à ma newsletter www.jama.co/news. À bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir investisseur.